Bonjour, madame, monsieur. Mon nom est Fending. Je travaillais à la direction de technologie de l'information de Ville de Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les données ouvertes de la Ville de Québec. Dans cette présentation, d'abord, je vais vous introduire la définition des jeux, le portail et les applications de données ouvertes. Ensuite, je vais vous présenter enregistrement de données par la technologie d'intelligence artificielle et accès aux données partout à Québec. À la fin, je vous donne une conclusion. Données ouvertes de la Ville de Québec. Les données ouvertes sont des données numériques. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des données sur le papier qui devraient être librement accessibles à tous pour qu'ils puissent les utiliser, les republier comme ils le souhaitent, sans restriction due aux droits d'auteur, au brevet et l'autre mécanisme de contrôle. Ça, c'est-à-dire, ces données, vous pouvez accéder facilement, vous pouvez le réutiliser, republier sans restriction, surtout sans restriction de droits d'auteur, au brevet et l'autre mécanisme de contrôle. Mais par contre, il y a quand même des contraintes pour les utilisateurs de données ouvertes, c'est-à-dire qu'il doit se conformer à la License Creative Commons 4.0. Ça, c'est une licence internationale qui s'appliquait pour tout le monde mondialement. Mais où on peut trouver les données ouvertes? C'est pour ça qu'on a introduit une autre notion, portail de données ouvertes. Ça, c'est un site web destiné à diffuser des données ouvertes. Données ouvertes de la Ville de Québec. La Ville de Québec rend gratuitement plusieurs jeux de données disponibles aux citoyens. Les données respectent la charte de données, comme la sécurité, la transparence et l'éthique. Aucune donnée de nature personnelle et confidentielle n'est publiée. Et ça, c'est très important. Les gens, il ne faut pas inquiéter. Les données qu'on avait publiées dans le portail de données, il ne s'agit pas d'informations nature personnelle ou confidentielle. La Ville de Québec encourage ainsi le développement d'applications contribuant à améliorer la qualité de vie, la collaboration, la participation et l'innovation sociale des citoyens, à améliorer l'efficacité de l'administration publique, la croissance économique dans le secteur privé, etc. Ces données sont hébergées sur le portail gouvernemental Données Québec, c'est-à-dire que dans Google, vous tapez Données Québec, vous allez avoir un lien pour le Données Québec et après ça, vous allez avoir toutes les informations de données ouvertes de la Ville de Québec. Certaines de ces données sont également disponibles sur le site web de la Ville de Québec ou sur demande. Mettons, il y a certaines données, à cause de certaines difficultés où les données n'est pas encore mises à jour, vous voulez avoir des informations plus précises, vous pouvez aller voir le site web de la Ville de Québec ou demander la Ville. Bon, maintenant, on parle de portail de données, Données Québec. En fait, Données Québec est une plateforme de partage de données ouvertes née de la collaboration de 5 villes. C'est Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Sherbrooke et collaboré avec le gouvernement du Québec provincial en 2016. C'est-à-dire qu'avant 2016, il n'y a pas de données ouvertes sur le portail de données. Après, il y a plusieurs autres municipalités ont ensuite emboîté le pas et grâce à cette collaboration, plus de 1000 jeux de données. J'ai regardé un peu, aujourd'hui, on a déjà 1196 jeux de données sont disponibles. Mais c'est quoi l'avantage de l'utilisation de données ouvertes? Les avantages de données ouvertes sont multiples. Ils concernent aussi bien l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique, la croissance économique dans le secteur privé, le bien-être social au sens large. Comme montré à la figure à droite, pour performance, on peut améliorer l'efficacité des services publics, on peut améliorer la qualité de services. Pour l'économie, on peut développer des services innovants, on peut créer de nouveaux modèles commerciaux
sociale, on peut améliorer la transparence et responsabilité et améliorer la participation des citoyens. Voici la structure de données Québec. Il y a 3 types de données, comme données tabulaires, données hiérarchiques et données géographiques. Données géographiques se divisent en 2, vectorielles et matricielles. Pour les données tabulaires, souvent, c'est du format CSV. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Données hiérarchiques, c'est du format JSON. Les gens doivent être connus aussi. Pour les données géographiques vectorielles, souvent, c'est du format GeoJSON. Et données géographiques matricielles, c'est du format GeoTIFF. Bon, maintenant, on veut parler de la licence de License Creative Commons 4.0. Ça, c'est une licence très importante pour tous les utilisateurs, doit respecter quand on utilise des données ouvertes. La licence CC 4.0 constitue un ensemble de licences régissant les conditions et réutilisation et de distribution d'œuvres. La Ville de Québec a adopté la licence CC 4.0 qui se décline en 6 variantes, comme montré ici. Vous voyez, CC représente la licence. Un petit bonhomme ici, ça veut dire attribution. Ça, c'est attribution, partage dans la même condition, attribution, pas d'utilisation commerciale, attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans la même condition. Attribution, pas d'œuvre dérivée, attribution, pas d'utilisation commerciale, pas d'œuvre dérivée. Donc, c'est très important quand on ouvre, mettons, un jeu de données, vous allez voir tout de suite ce signe-là. Dans ce cas-là, il faut vraiment respecter ce signe, sinon ça peut causer l'autre problème. Bon, je vous donne un petit résumé de données ouvertes jusqu'à maintenant que j'avais parlé. D'abord, données ouvertes de la Ville de Québec, hébergées sur le portail Données Québec depuis 2016. Il y a plusieurs données sont disponibles. Elles respectent la charte de données, c'est-à-dire que la sécurité, la transparence, l'éthique. La Ville de Québec encourage le développement des applications en utilisant ces données. Plusieurs applications sont disponibles pour les citoyens. Pour les utilisateurs de ces données, il faut respecter, il faut se conformer à l'essence Creative Commons 4.0 qui était publiée en 2002. Certaines de ces données peuvent également être consultées sur le site web de la Ville de Québec ou sur demande. Maintenant, je vais vous présenter les détails des jeux de données ouvertes de la Ville de Québec. La Ville de Québec possède plusieurs jeux de données ou ensembles de données sous 9 catégories sur le portail Données Québec. Donc, voici 9 catégories de jeux de données, c'est-à-dire que quand l'utilisateur va aller chercher le jeu de données, c'est difficile de fouiller partout, ça va être difficile de trouver. D'abord, il faut rentrer dans la catégorie. À partir de catégorie, vous allez facilement trouver des jeux de données disponibles. La première catégorie, c'est agriculture et alimentation. Deuxième, c'est économie et l'entreprise. Troisième, c'est environnement, ressources naturelles et énergie. Quatrième, gouvernement et finances. Cinquième, infrastructure. Sixième, loi, justice et sécurité publique. Septième, société et culture. Huitième, c'est tourisme, sport et loisirs. Le dernier, c'est transport. Bon, maintenant, je vais montrer c'est quoi les détails dans chaque catégorie. Première catégorie, agriculture et alimentation. Il contient des informations comme restaurant, épicerie, agroalimentaire, pêche, santé animale, inspection. Mais on a seulement un jeu de données pour la Ville de Québec, c'est zone agricole permanente. Le type de données, c'est un tabulaire en format CSV. Vous voyez, selon l'identification, vous allez facilement trouver c'est quoi la superficie, périmètre, géométrie, etc. Il y a encore beaucoup d'informations. Le deuxième, c'est économie et entreprise. Il contient des informations comme gestion, importation, exportation, commerce, innovation, entrepreneuriat, consommation. Il y a
Un jeu de données pour la Ville de Québec, c'est grande affectation du territoire. C'est aussi le type tabulaire en format CSV. À partir de l'identification, vous allez voir c'est quoi le code d'affectation, c'est quoi l'affectation, comme ici on montrait comme industrie commerciale, et le numéro de règlement, le statut, le date de véhicule, la géométrie, etc. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver dans le tableau. Le troisième, c'est environnement, ressources naturelles et énergie. Il contient des informations comme changement climatique, développement durable, arbres, eau, forêt, faune, parc, milieu naturel, mines, électricité, polluants, collecte. Il y a 6 jeux de données pour la Ville de Québec, comme arbres potentiellement remarquables, zones inondables réglementées, zones inondables à risque, canopée, arbres répertoriés, arbres non répertoriés. Le quatrième, c'est gouvernement et finances, qui contient des informations comme administration publique, gouvernance, élections, contrats, budget, rapports financiers, subventions, relations internationales. Il y a 5 jeux de données pour la Ville de Québec, comme zonage municipal, zone, sondage de satisfaction auprès des citoyens à l'égard des services collectifs, le même sondage pour l'hiver-printemps 2020, même sondage pour l'été 2020, même sondage pour l'automne 2019. C'est-à-dire que si quelqu'un veut chercher des informations au niveau de surtout au niveau de sondage, bon, il faut rentrer dans la catégorie gouvernement et finances et puis vous allez avoir de résultats facilement. La cinquième catégorie, infrastructure, contient des informations comme urbanisme, télécommunications, aménagement, voirie, bâtiment, habitation, logement, adresse. Il y a 18 jeux de données pour la Ville de Québec, comme borne-fontaine, chemin d'affaires, lotissement potentiel, lotissement autorisé, grande affectation du territoire. Et ici, le jeu de données en rouge, c'est-à-dire qu'il est déjà présenté dans les autres catégories aussi. Adresse de la Ville de Québec, infrastructure piétonne, voies publiques, réseaux cyclables, utilisation du sol, panneaux de signalisation, stationnement, reconversion potentielle, intersection de voies publiques, panneaux signalisation vitesse, ZAP, c'est la zone d'accès public à l'Internet sans fil, lieu public, terrain vacant desservi, lieu de culte. La sixième catégorie, c'est loi, justice et sécurité publique. Contient des informations comme règlement, registre légal, infraction, intervention, incendie, criminalité, mesures d'urgence. Il y a 10 jeux de données pour la Ville de Québec, comme quartier, le lotissement potentiel, lotissement autorisé, une grande affectation du territoire, zonage municipal zone, reconversion potentielle, arrondissement, terrain vacant et servi, district électro, vie démocratique. Bien, ici, il y a plusieurs jeux de données en rouge, c'est-à-dire qu'on est déjà présenté dans les autres catégories. La septième catégorie, c'est société et culture. Il contient des informations comme patrimoine, bibliothèque, archives, cinéma, musique, musée, théâtre, art. Il y a 6 jeux de données pour la Ville de Québec. C'est l'archive historique, événements standardisés, lieu public, lieu de culte, bibliothèque, liste et horaire. Il y a 2 jeux de données en rouge, c'est déjà présenté dans les autres catégories. La 8e catégorie, tourisme, sport et loisirs, contient des informations comme activités, événements, attraits, hébergement, installation. Il y a 9 jeux de données pour la Ville de Québec, une borne de stationnement, activités de loisirs libres standardisées, piste de raquettes, de ski de fond et de glisse, événements standardisés, activités de loisirs payantes, activités de loisirs libres, activités de loisirs payantes standardisées, PAC avec structure récréative, événements. Il y a 2 jeux de données déjà présentés dans les autres catégories. Bon, ça c'est la 9e catégorie, transport. Il contient des informations comme routière, maritime,
Ariane est ferroviaire, signalisation, mobilité, transport en commun, circulation, stationnement, vélo, travaux, sécurité, routière, piétonne. Il y a 9 jeux de données pour la Ville du Québec, comme borne de paiement, infrastructure piéton, voie publique, panneaux de signalisation, stationnement, intersection de voie publique, panneaux de signalisation vitesse, réseau cyclable, GTFS arrêt et le parcours de RTC. Ici, il y a plusieurs jeux de données qui sont déjà présentés dans les autres catégories. Mais on a trouvé aussi il y a 13 jeux de données hors de catégories, comme hydrographie, cours d'eau linéaire, hydrographie, cours d'eau surfacique, hydrographique, bassin versant, collecte de hydrocarbures, collecte de déchets, collecte de matières recyclage, collecte de matières incomparantes, collecte de résidus verts, empreinte de bâtiments, opération de déneigement de la Ville de Québec, interdiction de stationnement, grille de spécification du zonage, toponyme, sondage de satisfaction auprès des citoyens à l'égard des services collectifs d'été 2019. Bon, j'ai déjà présenté la définition des jeux de données. Maintenant, je vais vous parler de l'application de données ouvertes. Sur le portail Données Québec, il y a plusieurs applications pour la Ville de Québec. Il existe également d'autres applications en dehors de Données Québec que l'on retrouve facilement sur Internet ou sur l'application de téléphone mobile. C'est sûr, il y en a déjà beaucoup, sauf que je ne peux pas vous toutes les présenter dans cette présentation-là, mais je vais quand même montrer quelques-uns. Le premier, c'est l'application CRAC, la consolidation de répertoire des arbres de la Ville de Québec. Il a utilisé le jeu de données arbres répertoriés, c'est dans la catégorie environnement, ressources naturelles. Donc, CRAC facilite l'intégration et affichage de contenu de la base de données d'arbres répertoriés. Ça, c'est le jeu de données de la Ville de Québec. Elle filtre les données selon différents critères descriptifs ou géographiques et afficher une information recoupée ou détaillée sur la localisation et les caractéristiques physiques des arbres présentes dans le répertoire. C'est très facile à utiliser cette application. Vous pouvez ouvrir les applications. Vous allez voir, c'est des données géographiques. Mettons, je choisis une zone, juste cette zone-là. Vous allez voir tous les points rouges représentés des arbres. Je clique sur un arbre qui est dans le jardin gouverneur à côté de Château-Frontenac. Vous allez voir tout de suite une photo qui affiche la photo de cet arbre-là et montrer toutes les informations caractéristiques physiques. Vous voyez, c'est très intéressant pour l'éducation, pour des gens qui veulent vraiment connaître l'espèce des arbres ou le l'âge d'arbre, etc. Même pour nous, vous pouvez essayer, vous allez trouver un arbre dans votre cours, cliquez dessus, vous allez savoir tout de suite dans votre cours l'espèce des arbres, c'est quoi exactement. Je vais essayer, ça marche chez moi. Et puis l'autre, c'est Kepiou, l'application Kepiou, arbre public de la Ville de Québec. Il a utilisé le même jeu de données, arbre répertorié que le CRAC, c'est le même. Donc, Kepiou, il regroupe différents projets parrainés par le Centre de la science de la biodiversité de Québec, CSPQ, notamment les arbres répertoriés de la Ville de Québec, ça c'est le jeu de données. Parmi ces objectifs, le CSPQ vise à faciliter le partage et l'échange de données relatives à la biodiversité, à promouvoir l'éducation relative à la science de la biodiversité et à faciliter la collaboration entre tous les intervenants en biodiversité au Québec et à l'international. Vous voyez, c'est un outil très intéressant pour l'éducation et la recherche. C'est la même chose. Quand vous ouvrez l'application,
Vous allez voir, c'est des données géographiques. Donc, sur la carte, on choisit une zone. Il va vous montrer le résultat de statistiques. Il va dire que dans cette zone-là, il y a combien d'arbres. Tous les points verts ici, c'est des arbres. Il va dire qu'il y a combien d'arbres. Et puis montrer aussi l'espèce la plus fréquente dans cette zone-là. Vous voyez, c'est la même donnée. Il peut assortir de différents résultats selon notre besoin. Troisième, c'est Autonym Québec. Il a utilisé le jeu de données toponyme dans la catégorie sans catégorie en réalité. Cette application permet de consulter la banque de données de toponymes de la ville de Québec, plus spécifiquement les autonymes à partir d'une carte géographique. Vous voyez, c'est encore des données géographiques. Ouvrir l'application, vous allez avoir une carte. Sur la carte, c'est comme moi, je choisis la partie dans le Québec et puis je clique sur le rue des Jardins. Donc, à gauche, il va vous afficher tout de suite la photo de rue et toutes les informations historiques de cette rue. C'est pour ça, c'est une application très, très intéressante pour l'éducation, pour les touristes. Copilot, c'est une autre application pour payer le stationnement. Il a utilisé le jeu de données comme voie publique. C'est dans la catégorie transport. Copilot, c'est une application mobile. Son service de paiement sécurisé de stationnement vous permet de payer sans frais additionnels. Une place de stationnement de la ville équipée une borne. Le borne de paiement, ça c'est obligatoire. Quand il n'y a pas de borne de paiement, c'est quelqu'un qui ramasse l'argent pour votre stationnement, ça ne marchera pas. Il faut avoir vraiment une borne de paiement. Normalement, vous allez payer par la carte de crédit ou par l'argent directement. Mais avec cette application, vous pouvez payer directement, et soit dans la rue ou sur le parc de stationnement, la borne. L'autre offre aussi la possibilité de renouveler le temps de stationnement et payer à distance sans avoir à votre déplacé. Ça, c'est très, très intéressant. Mettons, moi, j'utilisais souvent quand, mettons, j'ai une rencontre dans le Vieux-Québec, j'ai laissé mon auto dans le stationnement. Je sais, la rencontre à peu près 3 heures, je payais 3h30. Mais à cause de prolongement de rencontre, où je dois discuter avec un participant, on va rester 1 heure ou une demi-heure de plus. Mais avant, c'était compliqué. Il faut que tu sortes du bâtiment, vous allez payer, parfois tourner, ça va prendre 15 minutes et puis on perd de temps. De temps en temps, ben, on va quitter la réunion plus tôt ou on va dire qu'on va prendre une autre rencontre. Vous voyez, c'est vraiment perdre de temps. Mais maintenant, c'est très facile. Vous sortez votre cellulaire, vous ouvrez votre application Copilot, vous ajoutez encore une demi-heure, 1 heure de temps dedans, et puis automatiquement, le frais de stationnement, vous l'avez payé. En plus, tous les reçus numériques est déjà rentré dans votre cellulaire. Donc, vous pouvez demander de déclarer la dépense après. C'est vraiment pratique. Si vous n'avez pas installé, je vous conseille d'installer. C'est vraiment utile. Par mois, c'est une autre application. Utiliser le jeu de données comme un panneau de signalisation stationnement dans la catégorie transport. Par mois, facilite la recherche d'un stationnement en vous enquêtant les stationnements disponibles à proximité du lieu où vous devez vous rendre. C'est aussi des données géographiques. Ouvrez l'application sur la carte. Vous allez voir, il va localiser là où vous êtes. Et puis, il va trouver le stationnement disponible et puis montrer le chemin, comment vous pouvez la rendre. Ça, c'est une autre application RTC Nomade. C'est pour les gens qui prennent l'autobus. On a utilisé le jeu de données comme GTFS, arrêt et le parcours RTC dans la catégorie transport. Cette application, dès que vous l'avez ouvert, vous allez voir l'interface et le parcours. Il peut géolocaliser et obtenir l'arrêt à parcours à proximité, consulter l'horaire en temps réel et tout le parcours, localiser la position de bus et suivre leur progression en temps réel, créer des itinéraires via Google Maps, recherche
les points de vente à proximité de lieux, etc. Il y a quand même plus d'informations que ce que j'avais montré. Pour les gens qui prennent l'Audibus fréquemment, c'est mieux de downloader cette application dans votre cellulaire. Il y a aussi l'autre transit. Il a utilisé les mêmes données, jeu de données, c'est GTFS, arrêt et le parcours dans la catégorie, c'est transport. Et il y a quand même une différence parce qu'il a utilisé pas juste cette jeu de données, il a utilisé aussi le jeu de données de l'autre municipalité. Donc, cette application, il y a un peu plus, peut appliquer un peu plus, c'est-à-dire si vous faites des voyages à Montréal, si vous faites des voyages, mettons, Trois-Rivières, il va vous donner des informations d'Audibus aussi. Mais pour le Ville de Québec, oui, il va vous donner l'information, mais c'est quand même un petit peu différent que Nomade, l'application Nomade. Qu'est-ce qu'il va vous montrer? Il va vous montrer le prochain départ pour les lignes à proximité. Il va vous montrer aussi le meilleur trajet dans une interface de première classe. Et puis, il peut vous montrer aussi le portail de transport, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Uber, donc un vélo partagé, auto partagé au plus, vous pouvez faire en combinaison, comparer rapidement toutes vos options sur le même écran. Donc, vous voyez, il y a quand même l'avantage différent que le Nomade. Ça, c'est l'application Opération déneigement. Jeu de données, c'est Opération de déneigement de la Ville de Québec, interdiction de stationnement et n'est pas dans les catégories. Cette application nous permet de consulter en temps réel les alertes d'opérations de déneigement dans la région de Québec directement, facilement et visuellement. Maintenant, il y a l'autre moyen aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette information sur le site web de Ville de Québec. Et Ville de Québec, il va vous envoyer de alertes, soit par texto, soit par email, quand il y a de l'opération. Donc, il y a l'autre choix aussi. Maintenant, je vais vous parler aussi de la reconstitution 3D de la Ville de Québec pour découvrir des bâtiments ou des sites disparus qui ont marqué l'histoire de Québec. Ça, c'est comme un jeu de données, on a utilisé un archive historique dans la catégorie société culture. Vous voyez, là, il peut vous montrer comme 400 ans d'évolution de terre de Marie Poulet et Louis Hébert. Ça, c'est 1759. Il peut vous montrer aussi collège de jésuites 1725 et évolution de berge de fleurs à Saint-Laurent 1805 et puis fort et château Saint-Louis 1829. L'îlot de Palais 1716 et seconde habitation de Champlain 1628. Je vais juste montrer une petite vidéo là, de reconstruction 3D pour les secondes habitations de Champlain. Toutes ces informations sont sur le site web de Ville de Québec. Vous pouvez facilement trouver. On a aussi la visite visuelle de la Ville de Québec pour explorer les lieux plus connus ou accessibles qui ont autant de trésors cachés de Québec. Jeu donné, c'est archives historiques dans la catégorie société et culture. Il y a quand même beaucoup. Je vais juste donner un exemple. Je pense qu'il y a pas juste à Vieux-Québec, même dans les autres arrondissements, il y a aussi la même visite virtuelle. Surtout, c'est des bâtiments anciens.
Je vous montre juste un exemple de Morin Centre Bibliothèque. Ça, c'est les photos à l'extérieur. Mais avec votre souris, vous pouvez faire une visite complète à l'intérieur. C'est très, très intéressant pour l'éducation, pour le touriste. On a une autre maquette 3D de la ville de Québec. Ça, c'est sûr, c'est pas juste pour les citoyens comme tel, c'est pour l'entreprise, pour l'organisation de ville de Québec. On a utilisé plusieurs jeux de données dans la catégorie infrastructure. Maquette 3D, c'est un modèle complexe de données en 3 dimensions dans laquelle peuvent être intégrées toutes les sphères d'activité de l'organisation. La Ville de Québec a développé une carte interactive 3D, le site 3D, qui permettra de faire des analyses spatiales complexes comme les analyses d'ensoleillement ou de visibilité et même gérer le conflit entre des infrastructures souterraines. Un exemple, aménagement de territoire. C'est quoi le bénéfice? C'est-à-dire qu'il peut faciliter l'analyse de l'impact qu'il aura un nouveau projet de développement sur son île, favoriser la promotion de nouveaux projets de développement auprès de différentes parties prenantes. Donc, c'est très facile de voir est-ce qu'il y a un conflit quelque part. Donc, c'est aussi utile pour l'entreprise privée qui donne la soumission pour ce genre de travaux-là. La Ville de Québec, c'est ça, je vais vous présenter déjà beaucoup d'applications, mais en même temps, Ville de Québec a encouragé les développeurs pour développer de nouvelles applications. On a organisé l'événement comme HackQC. HackQC, c'est un événement de type sprint de conception informatique au Québec. L'objectif est de valoriser les données ouvertes de portail Données Québec et répondre à des préoccupations citoyennes. Je pense que c'est le 2009, oui, c'est ça. Le Ville de Québec a organisé la 3e édition du concours de programmation HackQC en 2019. Le résultat de ce concours permet d'améliorer la relation avec les citoyens, la mobilité durable, la connaissance de territoire. Cette année, vous voyez, à la fin, c'est un jeune groupe qui avait gagné le concours. Ils ont développé une application Tragile. Tragile est fourni à utilisateurs différents itinéraires pour atteindre sa destination et chaque chemin est accompagné dans l'indice de sécurité. C'est ça, il t'a montré le parcours et en même temps, il va vous montrer l'indice de sécurité. Cet indice de sécurité est calculé à partir d'ensemble de données telles que la présence de feu pour piétons, sonore ou non, et archives de collision automobile dans Carrefour. Donc, cette application il répond aux exigences de sécurité de déplacement d'utilisateurs particuliers, par exemple pour les gens âgés ou les gens sur le chaise roulant. Donc, ça se peut qu'il va choisir, mettons, un parcours plus sécurité. C'est sûr, Ville de Québec, on a continué mettre de ressources, mettre l'argent pour encourager les gens continuer de développer des applications. Bon, jusqu'à maintenant, on a déjà présenté c'est quoi le données ouvertes, le jeu de données ouvertes et portail de données et les applications de données. Mais le Ville de Québec, on est en train aussi d'ajouter encore des données et améliorer la qualité de données dans les données ouvertes. Dans cette section-là, je vais présenter enrichissement de données par la technologie d'intelligence artificielle. Bon, je vous donne juste un exemple parce que la Ville, on est en train ou déjà réalisé plusieurs projets. Je vous donne juste un exemple, mesure en temps réel de niveau d'eau dans la rivière. La Ville de Québec a collaboré avec la compagnie Hydrométéo. On a installé plusieurs stations météorologiques et hydrométriques sur le territoire de la Ville de Québec pour surveiller l'état de cours d'eau. En fait, pour prévoir le crue, c'est-à-dire l'inondation potentielle. Et puis, on fait des efforts pour la sécurité civile. La technologie pour mesurer le niveau d'eau, en général, c'est l'échelle limnométrique. Ça, c'est la méthode que tout le monde connaît.
très facile à comprendre, on met en règle. Et puis, on est capable de lire l'échelle, donc on sait c'est quoi le niveau. Mais le désavantage, c'est-à-dire que ça prend quelqu'un pour aller lire, c'est pas très pratique. Mettons, à 2 heures du matin, de l'eau, ça monte. En général, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui nous sur le site. C'est pour ça qu'on a utilisé l'autre technologie, c'est comme vu la bulle piézoélectrique. Ça, c'est-à-dire qu'installer les senseurs au fond de lit de rivière, la rivière. C'est quoi c'est quoi la méthode pour faire la mesure? C'est-à-dire que plus l'eau est profonde, plus grande c'est la pression sur la tête de senseur. Plus la bulle, c'est ici on a envoyé la compression d'air pour former la bulle dans l'eau. C'est sûr que la pression plus élevée ici, on devrait mettre une pression de compression d'air plus élevée. Donc, il existe de relations, c'est-à-dire que la pression de compression d'air qui est proportionnelle directe au niveau d'eau. C'est comme ça qu'on estimait les niveaux d'eau. Piézoélectrique, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand la pression est plus élevée sur la tête, le circuit électrique est plus élevé, donc il existe la relation entre le circuit électrique et le niveau d'eau. Le même problème, c'est quoi? C'est-à-dire que d'abord, la mesure n'est pas très précise. Le deuxième, ça prend un entretien. Il faut nettoyer la tête souvent. Donc, actuellement, on a utilisé encore cette technologie-là, mais on a trouvé beaucoup, beaucoup de problèmes. En général, la mesure est montrée très bonne tendance, mais ce n'est pas dit qu'elle est très précis. C'est pour ça que les gens ont commencé à utiliser la technologie comme radar. Le radar, vous voyez, est installé pour mesurer le niveau d'eau. Mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que la variation de l'humidité relative de l'air entre les senseurs et la surface de l'eau, ça peut affecter la précision de la mesure. En plus, il faut ajouter la caméra pour surveiller, pour la surveillance. Donc, ça prend 2 systèmes. Mais la ville, on a essayé d'adapter une nouvelle technologie, c'est vision numérique, traitement d'image et de vidéo. On va installer la caméra pour lire la règle sur l'échelle luminométrique. En général, dans toutes les rivières, on a déjà implanté l'échelle. Donc, juste ajouter les caméras, on serait capable de lire, utiliser la caméra pour remplacer l'œil humain. Bon, on a fait des expérimentations. Vous voyez, ça, c'est le système. Quand j'ai montré la couleur jaune, c'est le système hydrométéo. Il y a un système ici, vous voyez, c'est le senseur piézoélectrique, le panneau de contrôle, une caméra pour la surveillance. La caméra, ce n'est pas pour la mesure, pour la surveillance. Le signal de courant électrique, il va envoyer par modem cellulaire. Et puis, le service central, il va prendre ce signal-là et puis appuyer sur l'Internet. Mais nous, ce qu'on a fait, on a installé la caméra uniquement pour lire l'échelle. Et puis, l'image ou la vidéo va envoyer directement dans le site web. Après, on fait le traitement, on donne le résultat. Donc, il y a beaucoup moins d'entretien. On a ajouté aussi un projecteur infrarouge. C'est une source lumière additionnelle pour voir est-ce que la nuit, on a besoin de cette source-là. Mais finalement, je peux vous dire tout de suite, finalement, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez le résultat? Ça, c'est le résultat le 1er mai 2020, après-midi, 4h12. Vous voyez le niveau d'eau selon la mesure de caméra. C'est 22,08 cm. Mais est-ce qu'il est précis, pas précis? C'est très facile de vérifier. Je prends l'image à l'œil, on va voir est-ce que la mesure est précise ou non. Si n'est pas précis, il faut recalibrer la caméra. Si c'est précis, bien, c'est correct. Ça, c'est la même journée, c'est le soir, c'est 22h50. Vous voyez, le niveau d'eau, il montait à 42,51 cm avec caméra. C'est ça qu'on fait la mesure. Et puis, on voit très clair, la mesure est précise. Parce qu'à l'œil, on voit la photo sur la photo, il est quand même précis. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'augmenter la précision des données dans les données ouvertes. Une autre mesure, c'est en temps réel pour le débit d'eau.
On sait très bien sur la largeur de la rivière, chaque point, la vitesse de l'eau en surface sont différentes. Sur la profondeur, chaque point sont différents aussi. Mais la technologie actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait le calibrage. Selon différents niveaux d'eau, on a un senseur à débitmètre pour mesurer le débit. Donc, on formait soit en table, soit, mettons, une équation, juste pour trouver la relation entre le niveau et le débit. Un exemple, si le niveau 1 mètre, le débit 3,9 mètres cubes par seconde, 1,1, 4,1. Après, là, selon chaque mesure de niveau d'eau, il peut facilement trouver la valeur de débit. Mais c'est sûr, ce n'est pas très précis, mais c'est ça qu'on vit comme ça, même aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans la ville, on a essayé d'installer des caméras, utiliser de nouvelles technologies imagées et apporter une innovation promoteuse comme un traitement d'image vidéo pour traiter le champ de vitesse de surface d'une rivière. On utilisait ici le déplacement de tous les corps solides transportés de surface comme printelles, bulles, feuilles, ainsi que la turbulence d'écoulement. Après ça, on essayait d'établir une équation qui est la fonction de débit d'eau, c'est une fonction de forme de lit. C'est la forme de lit de rivière, le niveau d'eau, parce qu'on a caméra mesure le niveau d'eau, et la vitesse de l'eau en surface. C'est comme ça on fait la mesure de débit. Je vais vous montrer quelques résultats. Vous voyez, ça c'est la surface de l'eau. On a des feuilles, on a quelque chose comme ça, solide en surface. Donc, notre système est capable de détecter, vous voyez, tout un cercle en bleu, c'est ça qu'il a détecté. Il a mesuré la vitesse, peut représenter la vitesse de l'eau en surface. Vous voyez, ça marche très bien. Ça, c'est un exemple. C'est le 1er mars. C'est ça que j'avais pris de vidéos de rivière Saint-Charles. On voit qu'ici, il y a un peu de l'eau. Parce que je n'ai pas d'image l'hiver pour de l'eau. Heureusement, j'ai trouvé une partie comme ça. J'ai zoomé. J'ai utilisé l'algorithme pour calculer la vitesse. Vous allez voir le résultat. Donc, il est capable de trouver, calculer tout de suite la vitesse. C'est sûr, quand il n'y a pas de glace, pas de neige, le calcul doit être encore plus facile. Bon, ça, c'est le résultat de mesure de vitesse. Vous voyez la moyenne, c'est 38 cm par seconde. Donc, avec ça, vous voyez, on a plus d'informations, on peut ajouter dans la donnée ouverte, et puis c'est plus précis aussi. Bon, on a ajouté aussi des senseurs, c'est-à-dire de nouvelles mesures intégrées dans un système de contrôle pour augmenter la performance d'exploitation. Je vous donne un exemple, préemption autobus. Ça, c'est une qu'on avait développé pour RTC. C'est quoi l'objectif de ce projet, préemption autobus? Ben, nous, l'objectif, c'est minimiser ou éliminer le nombre d'arrêts d'autobus devant le carrefour. C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a installé, mettons, 4, même 6 senseurs. Le senseur 1 pour détecter la présence d'autobus. Le deuxième pour confirmation. Troisième, c'est la confirmation et déclencher la demande. Le quatrième, c'est la quittance de l'autobus. Lorsque l'autobus est arrivé, notre senseur a détecté la présence d'autobus. Le chauffeur, en même temps, il demandait une demande de préemption, c'est-à-dire que laissez-moi passer. Le système d'information, il va envoyer au centre de contrôle. Le centre de contrôle, il va regarder. Mettons ici, c'est dans le cercle de feu vert. Il va calculer, est-ce que j'ai assez de temps pour l'autobus qui passe? Si j'en ai assez, bon, je ne fais rien, l'autobus il va passer. S'il trouve que non, il manque quelques secondes parce que ça va changer à cercle de feu rouge, donc l'autobus va arrêter ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter 10 ou 12 secondes dans le feu de circulation de la phase feu vert pour laisser l'autobus passer. Ça, on donnait un nom, le prolongement
de feu de circulation à phase vert. Si, mettons, c'est dans le... ici, c'est le feu rouge. Donc, il va calculer, il va voir, quand l'autobus est arrivé, il reste encore feu rouge ou à vert, il va changer à vert. Quand il change à vert, bon, je ne fais rien, il va passer. Quand il dit que même il est arrivé ici, il va rester encore 3 secondes, l'autobus va arrêter, là, 3 secondes à feu rouge, il va arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper tout de suite le cycle de feu rouge et puis switcher à cycle feu vert de ces autobus passés. On donne un nom comme d'avancement. Donc, le système est centralisé qui traite la demande provenant d'autobus à 0,5 secondes à 234 carrefours. C'est représenté à peu près 30% de l'intersection de la ville de Québec. Bon, c'est quoi le gain? Je vous montre le gain. J'ai 3 ans de données. 2018, on a implanté le système. On a le gain. Ça, c'est le gain prolongement. Ça, c'est le gain d'avancement, le gain total. Normalement, le gain plus grand, c'est le gain de la semaine. Le gain plus petit, c'est le gain fin de semaine. Pourquoi? Parce que fin de semaine, il y a moins de circulation et moins d'autobus aussi. On voit ici pour le prolongement 3 ans, 2018, 2019, c'est le même. Mais 2020, on a doublé. Pour l'avancement, 2018, c'est 3 ans. Je peux dire 3 ans, à peu près le même. Il y a un petit peu de différence, mais c'est dans la même échelle. Totalement, c'est sûr, 2020, il y a plus de gains. Pourquoi? Parce que le prolongement, on a presque doublé le gain. Et puis, on comparait le gain prolongement et d'avancement. Comparé, c'est-à-dire que le gain de la semaine versus fin de semaine. Vous allez voir, pour les 2 types de gains, pendant la semaine, on a toujours plus de gains par rapport à fin de semaine. C'est normal. Fin de semaine, il y a moins de circulation. Bon, maintenant, je vais vous présenter l'accès à données partout à Québec. C'est-à-dire que oui, on a de bases de données, on a d'applications, mais il faut donner quand même de facilité aux citoyens pour accéder aux données. Le Wi-Fi gratuit sur le territoire de la Ville de Québec favorise l'accès des citoyens aux données ouvertes. La Ville de Québec offre une connexion Wi-Fi gratuit dans ce bâtiment public aux citoyens. C'est-à-dire que dans tous les bâtiments de la Ville de Québec, dès que vous rentrez dedans, vous allez avoir le signal Wi-Fi gratuit. La Bibliothèque de Québec, c'est un réseau de 26 bibliothèques réparties sur le territoire de Québec qui offre non seulement Wi-Fi gratuit, mais aussi l'ordinateur permettant aux citoyens d'accéder facilement aux données. La Ville de Québec poursuit l'expansion de son réseau et offre de nouveaux points d'accès gratuits sur son territoire. Ça, c'est un petit résumé sur notre réseau sans fil gratuit. Ville de Québec est considérée comme une des villes les plus connectées au pays avec des bornes d'accès gratuit à l'Internet aux 4 coins de la ville, couvrant plus de 60% de territoire. Je pense que même aujourd'hui, plus que 60%. Avec un total de près de 590 bonnes ZAP, zones à accès public, sur le territoire, la Ville de Québec offre plus de 70 points d'accès Internet gratuits dans ces installations. Vous allez voir, là, il est partout sur le territoire de Ville de Québec. On a une statistique utilisée de Wi-Fi public à l'extérieur. Vous voyez ici, il y a un lien. Si vous cliquez le lien, vous allez avoir la statistique tout le temps en temps réel et montrer que pendant l'été, pendant fin de semaine, on a toujours plus d'accès. Ça, c'est normal parce qu'il y a plus de gens qui promenaient. Vous voyez ces 2 statistiques, c'est près de Château-Frontenac et dans le quartier Saint-Joseph. J'en ai 2. Ils montraient le résultat de 2. Je pense que c'est normal l'été, un plus, fin de semaine, un plus d'accès. Pour la conclusion, les données ouvertes de la Ville de Québec sont hébergées sur le portail Données Québec. Plusieurs jeux de données ouvertes de la Ville de Québec sont disponibles pour les citoyens. La Ville de Québec encourage les développeurs à développer des applications mobiles et sites Web en utilisant les données ouvertes
plusieurs applications se trouvent sur le portail Données Québec ou sur l'Internet, sur les applications de téléphonie mobile. Les applications de données ouvertes nous permettent d'améliorer la qualité de vie, la collaboration, la participation, l'innovation sociale des citoyens, à améliorer l'efficacité de l'administration publique et la croissance économique dans le secteur privé. Les applications de technologies d'intelligence artificielle dans l'acquisition et traitement de données enrichissent les données ouvertes. Le Wi-Fi gratuit sur le territoire de Ville-Québec favorise l'accès de citoyens aux données ouvertes. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Ça, c'est ma présentation.